Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce live. Je suis Emeric, je travaille chez Chance en tant que responsable des équipes produits, design et pédagogique et je serai l'animateur de cette rencontre avec Ariane. Ariane, merci d'être avec nous. Euh, Petit topo et rappel pour toutes celles et ceux qui arrivent dans cette conversation. Donc, il s'agit d'une conversation autour d'un métier dans le cadre de la semaine en coulisses de Chance afin de découvrir tout ce qu'il y a à découvrir à propos de métier. Toutes les questions sont les bienvenues en commentaire dans la partie chat, donc n'hésitez vraiment pas à les poser. À toutes les personnes présentes d'ailleurs, merci de nous avoir rejoints. Je serais très curieux de savoir d'où vous nous écoutez et ce qui vous amène aujourd'hui. N'hésitez pas à vous présenter rapidement dans le chat et nous dire votre intention et qu'est-ce que vous attendez de cette conversation. En parallèle, Ariane, on va pouvoir commencer. Euh, je te propose que tu puisses commencer par parler un peu de ton parcours. Donc, tu es aujourd'hui fondatrice d'une école de rénovation énergétique, la Solive. Est-ce que tu peux nous dire comment tu en es arrivée là? Oui, avec plaisir. Alors, moi, j'ai traversé, alors je suis passée par le parcours Chance en 2020. 2020, c'était le moment du Covid et ça a été un moment de profonde remise en question pour moi sur à la fois sur le sens que je voulais donner à ma carrière, aussi un moment où j'ai beaucoup lu sur la transition écologique, l'urgence climatique, etc. Donc, je me suis posé beaucoup de questions. J'ai été accompagnée par Chance pendant plusieurs mois pour réussir à prendre du recul et bien définir ce que j'avais envie de faire. Et ça a été assez magique pour moi puisque à la fin, j'ai réussi à ressortir de ça avec l'idée que j'avais envie de monter une boîte dans la transition énergétique et en particulier dans la transition énergétique des bâtiments. J'ai commencé en 2020 à rechercher quelles étaient les grandes problématiques dans la transition énergétique des bâtiments. Et la première et qui m'a sauté aux yeux et qui en fait correspondait aux critères que je m'étais fixés pour ma prochaine aventure, c'était de répondre à un problème majeur qui est le manque de personnes qualifiées dans le secteur de la rénovation énergétique des bâtiments. La rénovation énergétique, c'est nécessaire pour tous les bâtiments. Et aujourd'hui, il manque 200 à 300 000 professionnels dans le secteur. Et donc, l'idée de la Solive, c'est de permettre à des personnes en reconversion professionnelle de se former en quelques mois de façon très professionnalisante à la rénovation énergétique et de trouver un job à la sortie. Ok, super intéressante, merci pour ce partage. Et du coup, je me demande un peu, à la fois tu arrives sur un projet donc d'entrepreneuriat, de monter une boîte, et à la fois d'allier un sujet qui me paraît important pour toi, de la transition énergétique. Est-ce que les deux sont venus en même temps? Qu'est-ce qui t'a amené finalement à te dire, bah, c'est en montant une boîte que je vais réussir ça? Comment t'es venu un peu comment t'as cheminé sur Bah, ton choix? ce qui a été clair dès le départ, c'était l'idée de, voilà, que j'avais envie d'avoir un métier qui avait un impact sur la transition écologique. Ça, c'était de toute façon, je commençais à être un peu éco-anxieuse, j'avais plein de réflexions là-dessus. Donc ça, c'était le point de départ. En revanche, spontanément, je m'étais dit, bon, bah, il faut que je me fasse des listings de boîtes à impact, il faut que je regarde ces différents sujets, que je rencontre des gens qui travaillent dans des entreprises qui œuvrent à la transition écologique. Et puis, en fait, c'est au fil de mon parcours, il y a eu tout un tas de choses. J'ai fait des tests de personnalité où plusieurs fois le profil entrepreneur est ressorti. J'ai demandé beaucoup de feedback autour de moi et alors les gens m'ont pas spontanément dit il faut que tu Mhm. crées une boîte, mais ils m'ont dit t'as vraiment un profil entrepreneurial. Voilà. Mais de là à parler de profil entrepreneurial, à sauter à créer une boîte, pour moi, il y avait un gouffre. D'autant plus que je viens d'une famille où il y a pas d'entrepreneurs. Enfin, voilà, ma famille a plutôt fait carrière dans des grands groupes. C'est pas voilà, avec des profils très classiques. Et donc, j'imaginais pas sauter ce pas-là. Et puis, j'ai été aussi très accompagnée par ma coach pendant le parcours, qui à un moment m'a dit, bon, ben, voilà, on met bout à bout les choses, on n'arrête pas de Mhm. parler d'esprit entrepreneurial, etc. Bah, il y a peut-être aussi la voie carrément être entrepreneur. Et au début, ça m'a fait très peur. Donc, ça a été un long Mhm. accouchement. J'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs pour essayer de me convaincre si je pouvais me projeter ou pas. Et à la fin, je me suis dit, bon, ben voilà, peut-être qu'il faut essayer, peut-être que je le regretterai sinon toute ma vie. Ok, merci de partager cet élément de cheminement. Et
tu parles de rencontres. Enfin, j'ai le sentiment que tu parles de certaines peurs ou qu'il a fallu que tu travailles sur toi pour te lancer dans ça. Est-ce que tu aurais des exemples de rencontres vraiment qui t'ont dit, OK, je me lance dans ça, ou d'autres éléments qui t'ont aidé à passer, à franchir ce cap, dépasser cette peur que tu pouvais avoir? Oui, alors j'ai essayé j'ai rencontré beaucoup de gens qui avaient sauté le pas en se disant. Alors moi, ce qui m'a aidé notamment, j'ai pris contact avec notamment des femmes qui avaient sauté le pas de l'entrepreneuriat. Évidemment, il y a un truc qui fait peur, c'est j'étais en fait enfin concrètement, j'étais une femme de 32 ans. J'avais pas encore d'enfant, mais bon, évidemment, ça commençait à rentrer dans les projets d'assez court terme. Et donc, j'avais besoin aussi de rencontrer des femmes qui s'étaient lancées. Et alors, il y en avait que je connaissais déjà, mais voilà, avec qui j'ai repris contact à ce moment-là, notamment Yasmine Daman, qui avait fondé la Consigne Gringo, qui fait voilà, des solutions de consigne et pour sortir du plastique dans la restauration, et qui s'était lancée. Et la première chose, en fait, c'est que ce qui m'a frappée, c'est qu'au-delà de tout ce qu'elle pouvait me raconter sur son parcours, c'est qu'elle avait l'air super épanouie. Donc déjà, je me suis dit, bah, tiens, elle a l'air super épanouie, et pourtant, à ce moment-là, elle était enceinte, elle avait monté sa boîte, mais elle faisait quelque chose qui avait du sens, et ça avait l'air de la porter. Et je me suis dit, tiens, je me vois bien quand même faire quelque chose comme ça. Je trouvais que c'était inspirant. Et j'ai rencontré aussi beaucoup d'entrepreneurs qui m'ont dit, voilà, qui m'ont dit sans le cacher toutes les difficultés qu'il peut y avoir associées. Mais à chaque fois, j'ai trouvé que dans la balance, l'énergie qui dégageait m'attirait plus que les obstacles qui me mentionnaient, de ce qui avait été les obstacles dans leur parcours. Ils me parlaient du fait que ça peut être un peu les montagnes russes, mais au fond, je me suis dit à un Mhm. moment, mais finalement, je suis prête à vivre des montagnes russes si à la clé, je me sens utile, et que je peux apporter une contribution importante à la transition en l'occurrence. D'accord. Merci pour ce partage et intéressant de voir, voilà, en tout cas, que tu as découvert ton côté entrepreneurial et que tu as su le mettre à contribution pour créer un projet qui a du sens pour toi. Peut-être que je le joins à la question que Nicolas vient de poser, qui se demande si tu avais pensé aussi à d'autres métiers de la transition écologique lors de ta reconversion. Est-ce que tu avais exploré d'autres pistes? Alors, je vois que celle-ci a pris le dessus par ton profil Ouais. entrepreneuriat, mais peut-être que tu as aussi réfléchi à d'autres pistes qui pourraient être intéressantes à partager ici dans Oui, ce sujet. en fait, alors, ma première idée, c'était de me dire, alors je voyais qu'il y avait ce côté développement de projet, donc je me suis dit, je vais essayer de rejoindre, alors j'avais plutôt l'idée de rejoindre des jeunes entreprises en développement qui soient quand même, j'avais plutôt l'idée d'avoir des entreprises qui étaient d'abord orientées vers des sujets d'impact, plutôt que des grands groupes qui étaient en train d'essayer de reconsidérer leur modèle. Ça me parlait plus. Mais en revanche, je me disais, je vais plutôt aller dans une entreprise, essayer d'y développer un nouveau projet. Fallait qu'il y ait la dimension un peu développement, parce que voilà, j'avais abouti à la réflexion que j'aimais bien le côté créatif. Et en réalité, j'ai mis à plat, donc voilà, une fois qu'on a dit transition écologique, c'est évidemment extrêmement vaste. Donc j'ai mis à plat les différentes verticales de tout ce qui, en gros, émet du CO2, tous les secteurs qui émettent du CO2, donc l'agriculture, le bâtiment, les transports, toutes les problématiques d'économie circulaire et de voilà, production d'équipements, la consommation, voilà, la consommation durable. Et voilà, une fois que j'ai mis tout ça, j'ai commencé à couper des branches. Donc, en me disant un peu intuitivement, bon, bah voilà, faut avancer, donc il faut couper des branches. Voilà, pour donner un exemple, moi, j'ai coupé la branche agriculture, alimentation, parce que je me sentais un peu trop loin de ce secteur. Mon mari a fait le choix inverse, lui, voilà, il s'est orienté vers ça. Des branches qui me parlaient moins, production d'énergie, où j'avais un peu un complexe de légitimité, parce que c'est un secteur d'ingénieur et que je n'étais pas ingénieur de formation. Et puis voilà. Et puis à la fin, il en est resté que 3. Et je me suis dit, je les explore un par un. Et là, j'ai rencontré pas mal d'entreprises qui s'étaient lancées donc dans la mobilité, le bâtiment et l'économie circulaire. Et j'ai rencontré plein de boîtes qui s'étaient lancées dans ces secteurs-là, que j'ai trouvé super intéressantes. Mais les discussions étaient moins stimulantes pour moi que quand je rencontrais un entrepreneur. Et c'est ça qui m'a fait dire, bon, bah, peut-être qu'il faut quand même que je me lance. D'accord.
C'est pour ça, et dans le choix que tu as fait, donc tu as créé une école euh, dans la rénovation énergétique, et je rejoins la question de Sophie, qui je pense est intéressée pour comprendre cette partie-là. Quelles étapes pour créer un centre de formation? Qu'est-ce qui te paraît important à suivre pour le faire et la faire certifier? Oui, tout à fait. Alors, la première étape, créer la structure juridique d'un organisme de formation. Objectivement, c'est assez simple. Voilà, faut déposer des statuts, faut créer l'entreprise sous la forme juridique que vous souhaitez. Nous, on est une SAS, mais on pourrait aussi être différents types de structures. Ensuite, on demande un agrément d'organisme de formation. Ça s'obtient assez vite. Le processus est assez rapide. En revanche, ce qui est clé après, c'est d'obtenir les agréments qualité pour pouvoir notamment bénéficier de différents types de financement. Je vous donne un exemple pour que si les gens veulent demain payer vos formations avec leur CPF ou que nous, on forme des demandeurs d'emploi notamment. Donc, si vous voulez que Pôle emploi puisse subventionner les formations de vos apprenants, bah, il faut un label qualité. Ce label qualité s'appelle Calliope dans la formation. Et ça, c'est tout un processus où en fait, on va auditer. Vous allez demander à un certificateur de venir auditer vos process qualité. Et donc, il faut être bien structuré, avoir des process très clairs, que ce soit pour l'information des futurs apprenants, la création des parcours. À partir de quoi on crée un parcours de formation, éventuellement la délivrance de titres professionnels ou de diplômes à l'issue des parcours, etc. etc. Voilà. Et donc, ça suppose de la rigueur, mais en soi, c'est évidemment voilà, tout à fait atteignable. Et puis après, il y a d'autres étapes pour, par exemple, créer des parcours. Nous, notre logique, c'est toujours, quand on crée des contenus de formation, c'est comme on a fait de la formation professionnalisante, c'est de travailler en amont avec des entreprises, comprendre précisément leurs besoins, le traduire dans des référentiels de compétences et traduire ces référentiels de compétences dans des parcours pédagogiques qui soient pertinents, c'est-à-dire dans quel ordre on apprend chaque connaissance. Et ensuite, on se pose la question de comment on valide toutes les compétences qu'on a acquises. Voilà, donc il y a tout un cheminement logique pour que la formation soit la plus efficace possible derrière. D'accord. Si j'ai répondu à la question de Sophie. Ça me paraît clair. N'hésitez pas s'il y a d'autres questions aussi dans le chat. Et j'avais une question aussi un peu pour comprendre, pour parler un peu plus de ton quotidien. Est-ce que tu pourrais nous raconter à quoi ressemble une journée type en tant que créatrice d'une école? Alors, je pense que la bonne réponse, c'est qu'il n'y a pas de journée type et c'est un peu ce que je recherchais. C'est ce que je recherchais. C'était presque un critère pour moi, c'est qu'il n'y ait pas de journée type. Mais si j'essaye de voir un peu dans les ingrédients classiques d'une semaine, en fait, quand on crée une entreprise en général, il y a un mix entre, d'abord, il y a différentes étapes de développement, en l'occurrence de l'école. Il y a eu des premières étapes où effectivement, on est vraiment complètement les mains dans le cambouis. Au début, on était tous les deux avec mon associé Com. Et voilà, pendant un certain temps, on a été juste tous les deux. Donc, il fallait comprendre le secteur, comprendre les besoins des entreprises, rechercher des experts, parce qu'évidemment, on s'est tout de suite entouré d'experts du secteur avec lesquels on travaille toujours. Et traduire, comme je disais, et commencer à construire les parcours. Et puis ça, on le fait, voilà, au début, on le fait nous-mêmes. Voilà, parce que je vois qu'il y a une autre question effectivement sur cet aspect formation, pédagogie. Donc, effectivement, alors au début, on le fait soi-même, et puis après, au bout d'un moment, évidemment, on travaille avec des experts, puis des ingénieurs pédagogiques et des formateurs. Et au début, on fait beaucoup soi-même. On va aussi bien avoir à comprendre des contenus techniques, écrire des parcours de formation, on a créé des diplômes, que chercher des locaux, chercher des financements. Voilà, donc on fait un petit peu tout de façon très, 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 très opérationnelle. Et puis, plus la boîte se développe, aujourd'hui, je dirais que en fait, maintenant, c'est un peu un mix entre
beaucoup de management, puisque maintenant on est une équipe de 25 salariés, pour gérer la boîte au quotidien, donner un peu la direction, rappeler un petit peu pourquoi on est là et dans quelle direction on va, structurer. On a beaucoup évolué évidemment sur notre structuration en fonction du développement, quels sont les différents pôles dont on a besoin. Moi je passe beaucoup de temps aussi sur le développement, donc c'est ouvrir des nouveaux campus. Maintenant on a 3 campus à Paris, Lyon et Nantes, et on va continuer à en ouvrir. Ouvrir des prochains parcours, quels sont les prochains parcours qu'on veut ouvrir, voilà. Et puis s'assurer que toutes les équipes derrière ont tout ce qu'il faut pour démarrer. Il y a une grosse partie de mon temps qui est consacrée au recrutement, parce qu'on a tout le temps du recrutement. Donc maintenant, on a quelqu'un qui s'en occupe en interne, mais effectivement, c'est quelque chose de très important pour nous. Et puis la dernière partie, c'est plutôt de la représentation en externe, parce que effectivement, pour que la Solive puisse rayonner, il faut participer à différents des événements et s'assurer que les métiers de la rénovation énergétique sont connus. Et donc, voilà, ça suppose aussi plus de la représentation. Donc, c'est un peu ça. Alors, je ne sais pas si ça décrit une journée, mais en tout cas, dans une semaine, je suis un peu sûre d'avoir un peu touché à tous ces différentes composantes. D'accord. Ce qui est marquant, c'est de voir que pour travailler dans une finalité qui est aussi faciliter la transition écologique, il y a beaucoup de métiers différents, il y a beaucoup de rôles qui peuvent être pris. Donc, j'imagine que tu travailles avec une diversité de personnes assez forte en termes de métiers représentés. Donc, intéressant Oui, de voir cette partie-là aussi. tout à fait, absolument. Et Et, peut-être une question sur le revers un peu. Quelles seraient les parties moins glamour de ton travail aujourd'hui, de ton job? Alors, évidemment, enfin, c'est un poncif de le dire, mais c'est évidemment pas une promenade de santé, c'est pas linéaire d'entreprendre. Donc, il y a forcément beaucoup d'imprévus. Donc, je pense qu'il faut être aussi à l'aise avec ça. Il y a du coup de temps en temps, alors il y a des phases, on est très porté, puis il y a des phases de stress parce que il faut s'assurer par exemple que la boîte ait assez de trésorerie pour continuer à opérer dans l'année qui vient, s'assurer à tout moment que voilà, on n'est pas parti dans la mauvaise direction. Donc je pense que ça vient avec une charge mentale, je dirais, qui est forte. Et ça, on avait prévu, enfin, on m'avait prévenu que c'était le cas. Et je pense qu'il ne faut pas le sous-estimer parce que c'est pas un boulot qu'on quitte le soir. Alors moi maintenant j'essaye de partir, de m'organiser avec mon mari, mais de partir pour aller chercher mon fils à 18h au moins 2-3 fois par semaine. Mais quand on quitte, on raccroche pas, on reste très très j'allais dire, occupé, pénétré par la boîte, même pendant les vacances. Donc, c'est assez constant et on est assez habité. Donc ça, je pense que c'est la partie qu'il faut quand même avoir en tête. Et puis, voilà, au quotidien, il y a des choses toujours à gérer sur le plan humain, hein, puisqu'on est une organisation humaine. Donc, il y a de l'insatisfaction qui peut émerger. Et ça, il faut être à l'aise avec le traiter au quotidien. Ok, merci d'avoir partagé en transparence aussi en coulisses ces éléments qui sont aussi des éléments importants et à anticiper quand on se lance dans ce type de projet. Et je reprends la question de Sophie, justement, combien de temps il t'a fallu entre l'idée, la décision et l'ouverture de ton école? Alors, l'idée, pour être précise, l'idée a émergé fin 2020. Fin 2020, j'ai commencé à y travailler vraiment à plein temps à partir de début 2021, et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Co, mon associé. Et la structure a été créée en avril 2021. Et la première promotion a démarré en septembre 2021. Donc concrètement, entre le début de l'idée et l'arrivée, on va dire, les premières personnes qui ont été réellement formées, il s'est passé 8-9 mois, quoi. C'est une gestation, quoi. En gros. Ok, merci pour le partage. Euh, il nous reste encore quelques minutes, donc n'hésitez pas s'il y a d'autres questions importantes. Peut-être une question pour moi. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir
avant de te lancer, que tu as découvert un peu sur le tas? Ah, bonne question. Mais en fait, je me suis déjà posé cette question en fait, je crois que ce qui m'a motivé le plus à me lancer, c'était le côté aventure. Mhm. Et finalement, j'aimais bien l'idée que je savais pas trop ce qui allait m'arriver. Et notamment, j'aimais bien l'idée que entre l'idée que j'ai conçue et ce qui est réellement advenu, alors finalement, il y a eu moins de disparités que ce que j'avais anticipé, mais il y a quand même beaucoup de choses qui étaient différentes. Et finalement, je suis bien contente qu'on m'ait pas dit ah, tu vas voir, ça, l'idée que tu as conçue n'est pas ce qui va se réaliser, euh, voilà. Je pense qu'en fait, j'ai pas, il y a pas, ouais, je pense que j'étais contente de ne pas savoir exactement ce qui allait m'arriver. Et la seule chose que c'est dans une de nos valeurs à la Solive, euh, qu'on appelle Fais-toi confiance, tout s'apprend. En fait, ce qu'on avait de point commun avec Com, c'est de se dire, bah, en fait, on est aussi là pour apprendre et on aime bien apprendre au quotidien. Et finalement, voilà, le parcours n'est pas tracé. Et voilà, pour citer une expression qui est chère à mon papa m'a toujours dit, l'expérience est une lanterne qui n'éclaire que celui qui la porte. Et du coup, il y avait un peu ce côté, bah, voilà, il faut vivre cette expérience pour s'en rendre compte. Et si on m'avait dit des choses avant, ça n'aurait pas forcément changé grand-chose. Voilà. Ok, merci beaucoup pour ce partage et cette belle citation qui nous éclaire de ton expérience. Je vois qu'on a une nouvelle question de Agnès. D'un point de vue financier, comment tu t'y retrouves? Ah, est-ce qu'on gagne bien sa vie? C'est ça. Alors, à titre personnel, je pense qu'il y a des voies pour gagner beaucoup plus d'argent que ça. Moi, enfin voilà, mais j'ai commencé. Alors déjà, pour toute transparence, moi j'ai commencé en bénéficiant du chômage parce que j'avais pu avoir une rupture conventionnelle dans mon précédent poste. Donc, on a quand même cette chance extraordinaire en France de pouvoir prendre ce risque. Et j'aurais pas pu prendre ce risque parce que j'avais pas de patrimoine au Mhm. démarrage, en bénéficiant de mes allocations au chômage. Et puis ensuite, j'ai commencé à me verser un salaire. Et on a commencé avec mon associé à se verser un salaire, là maintenant depuis un an. Et donc, on gagne notre vie, c'est tout à fait honnête. Je pense qu'il faut aussi bien avoir les choses en tête. Nous, je sais qu'on n'est pas là-dedans pour se dire que notre objectif, c'est nécessairement de faire la licorne et de ressortir avec des millions d'euros. C'est pas ce qui nous a motivés à créer la Solive. En revanche, on n'était pas prêt dans notre analyse des risques qu'on pouvait prendre. Voilà, moi, j'ai eu un enfant la première année de la Solive et j'en attends un deuxième. Donc, je n'étais pas Bravo. prête non plus à tout sacrifier. Et donc, voilà, il faut s'assurer quand on fait son business plan qu'on va être capable de gagner correctement sa vie pour pouvoir maintenir le niveau de vie qu'on a envie de garder. Donc, pour l'instant, voilà, c'est le cas. Et ça suppose aussi vraiment de bien anticiper son business model pour créer quelque chose qui va être structurellement équilibré et pas quelque chose qui va aussi vous pousser à avoir des stress parce que vous allez devoir aller chercher des financements sans arrêt. Et D'accord. je voyais qu'avec l'action de Sophie, de combien combien on a dû engager dans le projet. Donc, moi, j'ai pas été sans rémunération puisque j'avais cette transition grâce à Pôle Emploi. Comme je répondais à une partie de la question. Et combien on a dû apporter? Alors, au départ, on a apporté, nous, des petits montants qui nous ont permis de démarrer. Enfin, des petits montants, je pense qu'on a dû apporter une quinzaine de milliers d'euros chacun avec Com. Et ensuite, on a candidaté assez vite à des subventions publiques pour le démarrage, qui sont vraiment dédiées au démarrage d'entreprise. On a été donc lauréat de InnovUp, qui est une bourse de BPI France de 50 000 euros pour justement les entreprises qui démarrent. On a été également lauréat de certains réseaux, comme le réseau Entreprendre, qui nous a permis d'avoir des prêts d'honneur, c'est-à-dire des prêts
avec des taux intéressants pour pouvoir lancer son entreprise. Voilà, il y a tout un tas de dispositifs aujourd'hui qui permettent quand même de démarrer. Et puis, au bout de 1 an, l'année dernière, on a levé des fonds pour pouvoir, une fois qu'on avait commencé à avoir une idée plus précise de ce qu'on voulait faire, on a levé des fonds pour passer à l'étape d'après. Et l'idée pour nous, voilà, c'est de pouvoir continuer ensuite sur cette lancée. D'accord. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager en transparence ces éléments-là qui sont importants aussi avant de se lancer sur ça. Peut-être en guise de questions conclusives, si tu devais donner un ou deux conseils à quelqu'un qui s'apprête à se lancer ou qui réfléchit à ce type de voie, qu'est-ce que tu lui répondrais? Alors moi, je pense que c'est très important de bien se connaître. Et d'ailleurs, moi, j'étais très, très contente d'avoir fait mon parcours chance avant et de l'avoir fait finalement à un moment de ma vie. Voilà, j'avais 32 ans, j'étais plus toute jeune. J'étais contente de me connaître et de savoir. On peut parler tout à l'heure, tu me posais la question des moments qui sont plus durs ou plus tendus. En fait, il faut se dire, finalement, ce que je gagne est bien supérieur en termes d'expérience et d'excitation, est supérieur à ce que ça me coûte en termes de charge mentale ou de stress. Et donc, moi, je conseillerais de bien se connaître, quitte à vraiment faire ce travail d'introspection qui est permise par des parcours comme Chance ou par l'accompagnement d'un coach. Et moi, ça m'avait été très utile. J'avais une super, super coach. Ça, c'est vraiment la première chose. Et la deuxième, c'est vraiment de sécuriser tout l'aspect personnel avant de se lancer. Mine de rien, enfin voilà, je le dis en toute honnêteté, je suis pas sûre que j'aurais pu le faire si j'avais pas voilà un foyer avec j'ai un mari qui prend toute sa part de la charge la charge mentale du foyer on s'occupe à égalité de notre enfant et du prochain. Et voilà, mine de rien, ça c'est quand même clé. Et la dernière chose, vraiment très 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 importante, c'est trouver le bon associé. Et ça, vraiment, moi je ne me serais pas lancée toute seule. Et voilà, j'ai rencontré Com, on a eu vraiment une excellente, un super fit. Et surtout, on se fait confiance. Et donc, y aller en confiance avec quelqu'un en qui on a confiance, pour moi, c'est clé. Voilà, tous les 3 conseils. Parfait. Ben, écoute, merci beaucoup pour ces conseils. J'espère que les personnes qui nous ont écoutés repartent avec des éléments qui les éclaireront sur leur choix à faire ou sur leurs interrogations par rapport à ton métier, que ce soit dans l'entrepreneuriat, aussi dans la création d'une école ou les métiers de la transition écologique. Donc, un grand merci d'avoir pris ce temps-là pour nous partager les coulisses de ton métier. Je te souhaite une bonne fin de journée, ainsi qu'à toutes et à tous. Merci à Au revoir, tous. Yann. Merci beaucoup de votre participation. Au revoir.